Alors, qu'est-ce qu'un médium? En fait, un médium, c'est l'intermédiaire, tout simplement, hein. C'est-à-dire que, il va être l'intermédiaire entre le monde de l'au-delà et le monde terrestre. Il va permettre aux êtres passés de l'autre côté de pouvoir, délivrer des messages à ceux qui sont sur terre. Voilà son rôle. Alors, en quoi consiste la médiumnité? Eh bien, la question est importante parce que, bien souvent, on va attendre, d'un médium et de la médiumnité d'avoir des réponses sur sa vie de tous les jours. Or, le but premier de la médiumnité, ce n'est pas du tout ça, c'est de rassurer. C'est de rassurer le consultant qui vient voir le médium, de le rassurer sur le passage de son proche. Savoir si le passage s'est bien fait, si l'être évolue bien de l'autre côté, s'il est bien arrivé, s'il est bien dans la lumière, s'il n'a pas trop souffert quand il est parti, comment il l'a vécu. Voilà le but premier de la médiumnité. C'est le principal. C'est ce qu'on doit attendre de la médiumnité. Alors maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de médiums? Oui. Vous avez le médium qui est médium spirit, donc ce qui est mon cas. Médium spirit, ça veut dire que je peux entendre, j'ai la clairaudience, je peux entendre les êtres passer de l'autre côté, je peux voir les êtres qui sont passés de l'autre côté, donc la clairvoyance, et je peux également entendre les guides. Donc ça, c'est médium spirit. Vous avez le médium voyant, vous avez le médium qui reçoit en écriture automatique, vous avez le médium qui reçoit en écriture intuitive. Je reçois également en écriture intuitive quand les guides me font passer des enseignements. Mais vous avez aussi le médium qui est peintre, le médium qui est musicien, le médium qui est dessinateur. Voilà, toutes sortes de médiums. Donc, il n'y a pas une sorte qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes différentes et elles convergent toutes vers le même but, c'est-à-dire recevoir les messages qui viennent des êtres passés de l'autre côté. Ah ben, la différence, elle est énorme, énorme, parce que en fait, le médium va entendre des messages que lui sont donnés et qui lui sont donnés soit par les êtres qui sont passés de l'autre côté de la famille, soit par le guide. Donc, il va principalement communiquer de cette manière. Il va entendre ou il va voir un être qui est passé de l'autre côté. Un voyant, c'est totalement différent. C'est-à-dire que quand nous choisissons notre parcours avec notre guide, nous sommes comme au cinéma. Nous avons comme un déroulement de notre vie avec plusieurs opportunités, plusieurs choix possibles. Ou par exemple, le guide va nous dire à 30 ans, vous pouvez partir de cette manière-là, ou alors vous choisirez de faire autrement. Enfin voilà, 2-3 sortes différentes de pays ou de régions, ou de choix de travail, ou par rapport à notre vie personnelle, que sais-je, toute possibilité. Le voyant, il va avoir accès au défilé de ce film qui est programmé avec l'âme avant de s'incarner. Il a accès à ce film qui défile. Donc lui, il va faire, comment vous dire, comme un arrêt sur image sur une situation par rapport à la question de son patient. Il va faire un arrêt sur image et on va lui montrer une possibilité qu'aura son patient par rapport à différents choix dans son parcours, suite aux questions qui sera posées. Donc lui, il va bien voir, le véritable voyant, il va voir cette possibilité. Donc il va la donner à son patient. L'important, c'est que ce patient le prenne comme un conseil, comme une orientation, jamais comme quelque chose de définitif qu'il doit absolument appliquer, puisqu'il a toujours son libre arbitre. Et puisque ça peut être modifié. Alors c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me consulter en me disant « je viens voir un médium parce que j'ai été voir un voyant, il m'a dit n'importe quoi ». C'est faux.
si c'est des bons voyants, bien sûr, hein. Mais c'est faux. Il ne va pas vous dire n'importe quoi. Il va vous dire au moment où vous venez ce qui est marqué sur cette bande qui défile dans votre vie. Mais par votre libre arbitre, vous pouvez la modifier. Donc ce n'est pas qu'il vous dira quelque chose qui est faux, c'est que par votre volonté à vous, vous aurez modifié le cours des choses. Voilà. Donc voilà la grosse différence qu'il y a entre un voyant et un médium. Le voyant peut faire la prédiction de choses, alors qu'un médium, non. Alors, oui, en quelque sorte, c'est moi qui ai choisi, c'est mon âme, pas mon enveloppe, mais mon âme. C'est mon âme, avant de m'incarner, qui a demandé à être au service des autres durant cette vie, et je l'ai choisi, bien sûr, avec mon guide, qui a accepté que je puisse être au service sur Terre. Il faut automatiquement qu'il y ait cette autorisation du guide. Après, avec le guide, lui a choisi à quel moment ça allait se passer dans ma vie. En l'occurrence, pour moi, mon canal médiumnique s'est ouvert au départ de mon père, donc alors que j'avais 7 ans. Mais je n'ai vraiment commencé à aider aux alentours de 25 ans, à aider les personnes qui étaient en deuil. Donc voilà, donc c'est bien moi qui l'ai demandé, mais je l'ai demandé en tant qu'âme, par rapport à mon parcours. Alors merci de me poser la question, parce que l'éthique est primordiale en médiumnité. Et je dois l'avouer, quelque part choquée d'entendre quelquefois des consultants qui viennent et qui me disent qu'ils ont eu des contacts avec d'autres médiums et qu'ils ont entendu des choses absolument terribles. Alors, quelle est l'éthique que l'on doit respecter? Déjà, en priorité de tout, on ne doit jamais aller voir une personne et commencer à lui dire ce qu'on entend sur elle, alors que la personne ne nous a rien demandé. Ça, on n'en a pas le droit. Ça fait partie du spectacle, hein. Mais la médiumnité, c'est pas ça. Et en plus, vous pouvez très bien avoir des personnes qui n'ont pas du tout envie d'entendre ce que les guides leur disent, qui n'ont même pas cette notion du guide ou d'un contact avec leurs proches. Donc, à partir du moment où une personne en face de nous ne nous demande rien, nous n'avons pas à parler de médiumnité avec elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, nous n'avons pas le droit d'annoncer la mort. Ça, c'est aussi la priorité et c'est ce que les guides nous demandent en premier quand nous nous engageons dans notre parcours de médium, c'est que nous n'avons pas le droit d'annoncer la mort. On peut nous montrer qu'il va y avoir une difficulté. On peut nous montrer face à une personne qu'il va y avoir un souci, mais nous n'avons absolument pas à le dire. Et la plupart du temps, je vous avouerai que pour ma part, quand j'ai accepté d'être au service, je leur ai demandé de ne pas me montrer la mort de personnes qui peuvent venir me consulter. Je ne veux pas le voir. Voilà. Comme ça me permet, je ne suis pas, gênée face à la personne. S'il y a un problème, il doit y avoir un problème chez la personne, par exemple de santé, et que la personne peut s'en sortir, peut guérir, oui, là le guide va dire il serait bon d'aller consulter. Là c'est parce que effectivement la personne va traverser un problème et qu'il faut qu'elle soit prise en charge assez vite. Mais là c'est parce qu'elle peut guérir. Mais si la personne ne peut pas guérir, eh bien, nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit. Et puis, en principe, quand vous allez voir un médium, vous ressortez du cabinet, c'est pas pour ressortir avec du négatif, parce que sans ça, c'est pas le but. Si vous allez consulter et que vous allez demander un contact, soit avec une personne passée de l'autre côté, eh bien, ça sera pour dire si elle est bien arrivée, donc le contact se fera où il y aura beaucoup d'amour. Attention, quand vous allez voir un médium, il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais ce qui est
ce qui est le juste. Donc si vous avez contact avec votre guide, eh bien votre guide va vous dire ce qui est le plus juste pour vous dans votre parcours, mais certainement pas du négatif en tout cas. Le guide n'est pas dans la négativité. Donc voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre et je dirais que c'est le gage d'une médiumnité correcte quand vous avez ces trois éléments-là qui sont respectés. Alors heureusement que je ne suis pas en contact 24 heures sur 24, hein, parce que j'ai ma vie d'humaine, je dois mener ma vie sur Terre, donc je ne peux pas être connectée tout le temps, parce que sans ça, ça voudrait dire que je suis que euh, avec l'au-delà et plus du tout ancrée en Terre. Donc ça, c'est pas possible, hein. J'ai aussi ma vie en tant qu'être humain à accomplir. Donc je ne suis pas connectée 24 heures sur 24. Ça, c'est clair. Je suis connectée quand, par exemple, quand j'ai un rendez-vous, quand une personne vient me consulter pour avoir un contact avec son proche, là, je suis connectée, oui. Et donc, je me prépare avant, je me mets en connexion avec mon guide pour être dans des bonnes vibrations et pour pouvoir recevoir correctement. Et puis, avec les guides. Alors, là, il est sûr que les guides, eux, peuvent intervenir quand ils veulent, hein. Donc, à ce moment-là, oui, je vais être connectée avec eux. Mais autrement, comment je gère mon canal? Eh bien, comment je le gère? En fait, les guides nous disent toujours que le canal, c'est comme lorsqu'on habite dans une maison. Ils nous disent quand vous habitez dans une maison, vous ne laissez pas les portes et les fenêtres ouvertes. Sans ça, tout le monde va rentrer. Alors il y aura des personnes qui vont être bien, qui vont venir dans votre maison, mais il y en aura des moins bien aussi. Donc ils nous disent votre canal, c'est exactement comme lorsque vous habitez dans une maison. Vous devez le gérer et vous devez faire attention à qui veut venir dans votre canal. Donc c'est à nous de couper et de ne pas accepter que n'importe quel être vienne nous envahir et nous parler. Et donc, à partir du moment où on ferme et on dit non, je n'accepte pas, eh bien, même s'il y a des êtres qui veulent venir, ils n'insistent pas et ils ne peuvent pas de toute façon puisque nous fermons. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous garantit aussi d'être toujours protégés et d'être avec des bonnes vibrations et des bonnes âmes qui viennent et non pas des âmes qui veulent nous déranger. Alors je crois que là, c'est la question la plus difficile pour moi. Comment expliquer? Comment je reçois? Je dirais que ce n'est pas dans l'oreille, hein. Je ne reçois pas en entendant dans l'oreille. J'entends dans ma tête. C'est un dialogue. Je ne peux pas appeler ça de la télépathie parce qu'il y a vraiment une discussion, un dialogue qui s'instaure entre l'être et moi, le guide et moi. Et donc, je sais reconnaître si c'est une femme, si c'est un homme, si l'être est parti jeune, est parti moins jeune, si c'est un enfant. Lorsque c'est un guide, je le reconnais puisque c'est neutre. Alors, comment vous expliquer que c'est neutre? C'est très compliqué. C'est-à-dire que je sais qu'il n'y a pas de connotation féminine ou masculine. Et c'est très bizarre. Mais là, je sais que c'est le guide. Donc, vous voyez, ce sont des dialogues qui s'instaurent dans la tête, mais qui sont où je sais que ça ne vient pas de moi, que ce n'est pas moi qui me parle, mais que ça vient bien d'une autre âme. Et il y a des dialogues qui sont plus ou moins percutants, je dirais. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois d'avoir un consultant qui vient et d'avoir un contact avec un proche à lui, et je vais avoir un dialogue à bâton rompu, comme si l'être était là et que nous discutions à trois. Et puis, pour d'autres contacts, ça va être plus lent, ça va être plus difficile, je vais moins bien entendre, suivant l'énergie, en fait, de l'être qui est passé de l'autre côté. Mais en tout cas, pour tous, c'est un dialogue. Alors non, pas du tout. En fait, le canal médionique,
vous prenez le canal médiumnique, on peut l'assimiler à un couloir. Ouais, on peut le comparer à un couloir. Vous prenez un couloir et il y a plein de portes dans ce couloir. Bien voilà, vous êtes face au canal médiumnique. Alors, vous allez avoir une porte qui va être la médiumnité, vous allez avoir une porte qui correspond à la voyance, une porte qui correspond au magnétisme, une porte qui correspond à l'écriture automatique, une autre qui correspond à la peinture, qu'on a vu, où on a vu tout à l'heure que ça pouvait être des peintres médiums, etc. Donc, il y a une quantité assez importante de portes dans ce couloir médiumnique, et chaque porte correspond à une spécificité que l'on aura. On ne peut pas avoir toutes les spécificités, c'est pas possible. Hein. Quand on voit des êtres qui nous mettent des cartes de visite avec je ne sais combien de spécificités, les guides nous disent non, ça c'est pas possible. Vous en avez 2, voire 3 grands maximum, mais pour pouvoir être complètement à fond dans votre spécificité, vous ne pouvez pas en avoir beaucoup. Et donc, eh bien, ce canal médiumnique, c'est ce couloir. Et au milieu, dans ce couloir, il y a beaucoup de portes. Voilà. Une parenthèse que je donne à peu près dans toutes les vidéos que je réalise. Je ne suis pas accompagnée d'un être qui fait du bruit à côté de moi, c'est tout simplement ma petite chienne qui ronfle, mais qui me suit partout. Donc voilà, par moments elle ne ronfle pas, par d'autres elle ronfle, donc c'est ce que vous entendez à côté de moi. Alors l'intuition. L'intuition, non. L'intuition, ce n'est pas de la médiumnité. L'intuition, on peut tous avoir de l'intuition, puisque nous avons tous un guide. En fait, l'intuition, c'est le guide. C'est lui qui vous oriente, qui vous montre vers quoi vous pouvez aller. Donc, vous avez plusieurs façons de ressentir votre guide. Hein. Vous pouvez l'avoir... donc, l'intuition, c'est quelque chose où d'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Voilà, donc ça c'est le guide qui essaye de vous conseiller. Ou alors, vous allez dire, tiens, j'ai une idée qui est arrivée dans ma tête d'un seul coup. Bon, c'est le guide. Ou alors, vous en avez certains d'entre vous qui avaient la possibilité d'entendre et de dire, c'est comme si on m'avait donné une information, comme si j'avais entendu parler. Eh bien, voilà. Donc l'intuition, c'est ça. C'est le contact que vous avez avec le guide. Donc il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. L'intuition peut être développée par n'importe quel être humain. Il suffit d'être à l'écoute de sa petite voix, de son guide. C'est suffisant pour pouvoir le développer au fur et à mesure. Donc par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, ressentir la personne, voilà comment vous pouvez vous exercer. Ou alors être dans un lieu, ressentir comment vous ressentez ce lieu. Ou face à un événement, comment vous ressentez l'événement. Vous voyez, l'intuition, c'est cela. Les ressentis, c'est un petit peu les mêmes choses. Hein. On ressent qu'il va se passer quelque chose. Vous ressentez que quelqu'un va vous appeler. Vous voyez, ça, ce sont des ressentis qu'on peut avoir et qui sont en connexion avec votre guide. Donc ça, n'importe quel être humain peut avoir cette connexion et avoir un contact avec son guide. De toute façon, c'est essentiel, puisqu'il est là pour nous aider. Donc, plus on est en contact et plus on fait attention à ce qu'il nous dit, mieux on est dans notre vie. Ah voilà, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Je veux être médium, je veux être voyant. Alors déjà les guides nous disent le je veux avec l'au-delà ça fonctionne pas. Ce n'est pas nous qui décidons sur Terre pourquoi. Eh bien tout simplement parce que les guides nous disent que si nous décidions sur Terre de devenir médium ou voyant ou magnétiseur, eh bien nous allons y mettre notre ego. Et ça sera essentiellement pour avoir le pouvoir sur l'autre. Alors voilà pourquoi on ne peut pas devenir médium, voyant, magnétiseur, etc. si on n'a pas décidé en tant qu'âme. Parce que quand on le choisit en tant qu'âme, nous ne sommes pas dans l'ego,
nous ne sommes pas dans le pouvoir sur l'autre. Nous sommes dégagés de tous ces ressentis terrestres et donc nous le choisissons d'une manière beaucoup plus pure avec notre guide. Alors que dès qu'on est dans le côté humain, eh bien, on a tendance à le ramener à un pouvoir sur l'autre, à de l'orgueil, à de l'ego. Et donc là, ça va plus du tout. C'est pas du tout ce qui nous est demandé. Donc, et d'ailleurs, le médium doit toute sa vie faire attention à ce que l'humilité reste en lui. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais partir dans des envolées de dire, voilà, oh là là, oui, je suis connu ou quoi. Non, on doit toujours garder cette humilité parce que, avant tout, on doit comprendre que la médiumnité, c'est parce que de l'autre côté, ils veulent bien accepter de passer à travers notre canal. Tout simplement. Si demain, les guides ne passent plus à travers mon canal, je ne pourrai plus vous donner les informations que je vous donne actuellement. Donc l'humilité, elle est importante puisque ce n'est pas nous, quelque part, qui recevons. C'est parce que les guides veulent bien passer, ou les êtres passés de votre famille. Donc, voilà pourquoi on choisit notre parcours de médium ou de voyant lorsque nous sommes des âmes et non pas parce que nous avons décidé sur Terre que nous allons être médiums ou voyants. Donc les écoles de médiumnité sur Terre, ça n'existe pas. Ce sont les guides qui nous forment. On peut apprendre à ouvrir son intuition, mais ce n'est pas parce qu'on va ouvrir son intuition qu'on va devenir médium. Voilà, il y a une grosse différence entre les deux. Alors non, les êtres ne peuvent pas intervenir à tout moment à travers nous. D'ailleurs, c'est un petit peu, je crois que j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que mon canal, je ne l'ouvre pas tout le temps. Et puis, vous avez des êtres qui, par exemple, qui ne vont pas être bien, il y en a qui ne sont pas bien, et qui vont essayer de venir, de passer pour dire qu'ils ne sont pas bien. Sauf que moi, je ne suis pas une médium formés pour pouvoir les aider. Et c'est très dangereux de laisser passer des êtres qui ne sont pas bien à travers nous, de les laisser venir nous parler ou se montrer à nous, parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Donc forcément, ils vont prendre notre énergie. Donc ça peut être très dangereux, parce qu'ils attaquent notre énergie vitale. Donc non, à ce moment-là, il ne faut pas accepter. Il y a des êtres qui sont formés exprès pour les aider. Mais moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Donc non, je n'accepte pas. Je ferme mon canal et ils ne peuvent pas venir. Ah ben mon guide, il peut intervenir quand il veut, à n'importe quel moment. Alors le guide ne va pas intervenir sans raison. C'est toujours parce que, alors soit parce qu'il y a un danger et qu'il faut nous prévenir rapidement, soit parce qu'il y a une intervention, un message à passer important à une personne. Euh, voilà, c'est toujours soit par rapport à un conseil qu'il va me donner, ou me faire un commentaire si je n'ai pas répondu comme il fallait à une personne, si je n'ai pas donné le message suffisamment développé par rapport à une personne, par exemple, que j'ai reçue, où va me faire des commentaires. Là, il peut passer quand il veut. Pour me rassurer si un contact n'a pas été pour moi suffisamment positif pour la personne qui venait, et où il va venir m'expliquer le pourquoi et me rassurer. Et puis, il y a les moments, ce que je vous disais, les moments d'urgence, où, par exemple, ce que j'ai vécu il y a déjà maintenant pas mal d'années, où je me trouvais dans une grande surface, et où j'étais à la caisse, et où il y avait une personne devant moi, et où d'un seul coup, le guide m'a dit tu dois dire à la personne qui est devant toi qu'elle doit absolument prendre le remède d'urgence des fleurs du docteur Bach. Imaginez, vous êtes dans une grande surface, personne ne vous connaît, vous avez une personne devant vous que vous n'avez jamais vue, et vous devez lui dire il faut prendre le remède d'urgence des fleurs du docteur Bach. Donc,
quand il m'a dit ça, ma première réaction a été de lui dire « Mais enfin, je ne la connais pas, je ne vais pas pouvoir lui expliquer ». Et là, par contre, les guides sont ont un côté très, je dirais, très sec, très direct. Et là, il m'a dit « Mais je ne te demande pas si tu veux, tu dois ». Et donc, une fois que le guide a dit ça, eh bien, on doit faire. Et effectivement, j'ai tapé sur l'épaule de la dame pour qu'elle se retourne et je lui dis « Écoutez, on me dit que vous devez prendre les remèdes des fleurs du docteur Bach, les remèdes d'urgence. » Et en fait, à mon grand étonnement, eh bien, cette femme m'a dit on me dit, mais pourquoi vous êtes médium? Donc, vous voyez que le guide savait que la personne allait bien l'entendre. Et en fait, eh bien, après, elle a retiré un foulard qu'elle avait autour de son cou. Et elle m'a dit oui, je comprends pourquoi, puisque mon compagnon a voulu m'étrangler hier soir. Et je suis encore sous un choc émotionnel énorme. Donc, vous voyez, lui savait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, tu n'as pas à commenter et à avoir d'hésitation quand je te demande d'intervenir auprès d'une personne. Toi, tu ne sais pas. Moi, je sais. Moi, je sais l'urgence. Voilà. Ça a été une belle leçon d'humilité, de me dire, il est vrai que moi, je ne sais pas. Je suis toute petite face au guide qui, lui, connaît parfaitement bien et savait la vie de cette femme. Oui, alors c'est un sujet qui me fâchait il y a quelques années, qui me fâche plus du tout. En fait, parce que je suis complètement alignée par rapport à ça, et complètement en paix et en conscience, il n'y a pas de souci. Euh, oui, parce que souvent, alors ça j'ai entendu X fois dans les 38 ans de consultation médiumnique, mais c'est un don que vous avez, donc un don, ça ne se monnaie pas. Alors Déjà, je voudrais une fois pour toutes dire que la médiumnité, ce n'est pas un don. Un don, c'est quelque chose qu'on a depuis sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à son départ de la Terre. La médiumnité, je ne sais pas si je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours terrestres, puisque c'est les guides qui m'ouvrent ou pas le canal et qui décident de passer à travers moi ou pas. Donc là, déjà, ce n'est pas un don. D'autre part, bien, je pense que vous êtes comme moi, sur Terre, vous avez besoin de vous nourrir et vous avez besoin de payer vos factures. Or, si on m'a demandé à ne faire que de la médiumnité, eh bien, à un moment donné, il faut aussi que je puisse manger et que je puisse assumer tous les frais de la vie quotidienne. Et les guides nous disent, arrêtez avec cette histoire d'argent, de vouloir vous culpabiliser les uns les autres avec l'argent. L'argent est une très belle énergie à partir du moment où on ne devient pas son valet, c'est-à-dire où vous ne faites pas tout en rapport à l'argent. Donc, ils nous disent, il est tout à fait normal, puisque on vous demande de ne faire que ça, que vous puissiez aussi avoir de l'argent pour pouvoir vivre. À partir du moment où on ne prend pas des sommes folles pour consulter, où on reste dans une somme tout à fait raisonnable, il est complètement normal que nous demandions une participation. Et puis, les guides nous disent que l'être humain est ainsi fait que si tout est gratuit, eh bien pour lui, c'est que ça n'a pas de valeur. Donc, il doit y avoir un partage. Et ce partage doit se faire où on doit demander une participation financière pour avoir le contact médiumnique. Et ils nous disent, il n'y a rien de scandalisant là-dedans. Voilà. Et en fait, dans les premiers temps où je recevais en médiumnité, bien j'avais ce gros problème parce que régulièrement, j'avais des personnes qui me culpabilisaient en me disant « Vous n'avez pas honte de monnayer les messages que vous recevez de l'au-delà ». Et donc, je disais au guide « Ah ben non, mais je ne peux pas monnayer ce que vous me donnez comme ce qu'un proche va donner comme message à son guide ». Et régulièrement, les guides me disaient « Tu dois demander, il doit y avoir échange ». Mais moi, je n'arrivais pas parce que j'étais dans cette culpabilité totale. Jusqu'au jour où j'ai reçu, je me rappelle, c'était lorsque je recevais encore à Chambéry, j'ai une dame qui est venue pour avoir un message avec son mari qui était décédé.
le message a été extraordinaire. La dame n'arrêtait pas de me dire ah, « c'est fabuleux, j'ai l'impression que c'est lui qui me parle, vous avez employé les mêmes mots que lui, ça me fait un tel bien. » Et puis, elle me dit « combien je vous dois ?» Et moi, forte de ce que je ne pouvais pas demander une participation, je lui dis « ah non, 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 pour la médiumnité, je ne prends rien. » Et là, cette femme me regarde, et là c'est tombé comme un coup près pour moi, et elle me dit bah, c'est que vous ne devez pas valoir grand-chose alors. Je peux vous dire que cette réflexion, elle est encore gravée en moi, je vois encore cette femme me le dire. Elle est partie, donc elle m'a rien donné, elle est partie, et une fois que j'ai refermé la porte derrière elle, le guide m'a dit il va t'en falloir combien de réflexions comme ça pour que tu finisses par comprendre. Ça y est, c'est suffisant ou on continue? Je peux vous assurer que ça a été suffisant. Et qu'à partir de ce jour-là, j'ai commencé à demander une participation financière pour les contacts médiumniques. Il n'y a qu'une seule, comment dire, un seul contact où là j'ai demandé au guide qu'ils aient la gentillesse d'accepter et que je continue à ne rien demander, c'est quand les mamans viennent pour des contacts avec des enfants. Et là, je ne peux pas. Voilà, peut-être parce que je suis une maman moi-même, mais je ne peux pas demander une participation financière quand une maman vient pour un enfant qui est parti petit ou même ado. Je ne peux pas. Voilà. Donc c'est le seul comment dire, moment où je ne demande pas d'argent. Mais une fois que l'être a dépassé les 19-20 ans, là je demande une participation financière. Voilà. Ah non, 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 ce n'est absolument pas le médium qui crée le contact. Quand vous venez pour avoir un contact, un message, avec recevoir des messages de votre proche, en fait, il faut d'abord que votre proche ait suffisamment d'énergie pour pouvoir venir. Donc déjà, il faut qu'il soit parti pour au moins 7 ou 8 mois, et puis qu'il ait suffisamment d'énergie. Après, il faut que son guide donne l'autorisation, lui donne l'autorisation de venir me parler. Et en troisième lieu, il faut que le guide du consultant donne aussi l'autorisation, comme quoi le consultant est apte à recevoir le message, n'est pas en difficulté psychologique, n'est pas trop imprégné de douleur et ne va pas trop être bouleversé. Donc, ce sont les 3 paramètres qui sont indispensables pour qu'il y ait un contact. Donc, quand vous venez, vous allez poser la photo, je vais attendre que votre proche vienne et parle. Mais s'il ne vient pas, je ne peux absolument rien faire. Ça m'est arrivé, où il n'y a rien du tout. Donc soit c'est parce que l'être n'est pas prêt, n'a pas suffisamment d'énergie, ce n'est jamais un manque d'amour, en tout cas, par rapport à vous, hein. Mais peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment d'énergie, soit c'est parce que le guide considère qu'il n'a pas assez d'énergie, que ça va trop le vider et que ça n'est pas possible, soit parce que votre propre guide considère que vous n'êtes pas en état psychologique de recevoir un message et que ça peut trop vous bouleverser. Et dans ces cas-là, il n'y a rien qui pourra se faire. Donc, je conseille, quand ça m'arrive, soit d'aller consulter un autre médium, parce que ça peut être aussi... je peux très bien ne pas avoir un contact aussi, parce qu'il n'y a pas le feeling qui passe. Vous savez, ça fait comme sur Terre. On a des personnes qu'on ne connaît pas spécialement, et on ne sait pas pourquoi, mais ça ne passe pas entre nous. Il y a quelque chose de très froid. Eh bien, ça peut m'arriver aussi avec un de vos proches. Donc, dans ces cas-là, je conseille à la personne, eh bien... d'attendre un petit peu et puis après d'aller voir un autre médium parce que ça passera peut-être beaucoup plus facilement avec un autre, voyez. Mais en aucun cas, je ne peux, moi, provoquer un contact. Ça, c'est pas possible. J'ai eu le cas il y a plusieurs années où une maman est venue et où je n'ai pas eu de contact avec son enfant et ça m'a perturbée parce que je sais à quel point
pour des mamans, c'est important et que ça peut leur permettre de tenir face à la douleur d'avoir perdu l'enfant. Et ça m'a considérablement perturbée parce que je n'ai rien eu. Et la personne est repartie sans avoir eu un seul contact. Et c'est vrai que cette femme, quand elle est partie, elle m'a dit « Oh, mais non, écoutez, c'est pas grave, c'est que ça devait pas être. » Et j'ai trouvé qu'elle prenait ça bien par rapport à moi, qui était vraiment bouleversée de ne pas avoir pu recevoir un message de son fils. Et le soir, j'ai demandé au guide, et je lui ai dit quand même, c'est déjà tellement compliqué de perdre un enfant, pourquoi pas ce contact? Et là, je veux dire que le guide a de nouveau été assez catégorique en me disant, écoute, toi tu ne sais pas, moi je sais, et ce que tu ne savais pas, c'est que la maman avait décidé, s'il y avait eu un contact avec son fils, et qu'elle lui avait dit, et que ce fils lui avait dit que là où il se trouvait, c'était magnifique, elle avait décidé de se suicider en sortant de ton cabinet. Moi, je ne le savais, pas toi. Donc, automatiquement, nous avons coupé le contact. Comme ça, la maman est repartie, en ayant un doute sur l'existence de l'au-delà, ce qui lui permet de continuer sa vie sur Terre. Encore là, une belle leçon d'humilité, je dois dire. Oui, mon voyage astral, ça a été un moment exceptionnel qui a transformé ma vie parce que depuis, je ne peux plus voir le parcours terrestre de la même façon. Je ne m'attarde plus sur les futilités. Ce n'est plus possible quand on a vécu ce voyage astral. En fait, comment ça s'est passé? Je désirais assister à des séances de méditation collective, mais je prenais ces cours au milieu de l'année. Donc la femme qui organisait m'avait demandé de venir au moins une fois ou deux toute seule pour rattraper un petit peu, pour être au même stade que les autres. Ce que j'avais accepté, bien sûr. Je dois vous dire que je ne suis venue qu'une fois parce qu'elle a eu tellement peur qu'elle n'a plus jamais voulu me revoir. Pourquoi? Parce que je suis arrivée chez elle et elle m'a fait allonger par terre. Et elle m'a mis en condition de méditation, sauf que je suis partie tout de suite. Et je suis partie dans le tunnel. Et j'ai vu le tunnel. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tunnel. Maintenant, on en parle beaucoup avec les NDE. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était que ce tunnel. Donc, je suis partie dans ce tunnel où il y a la lumière au bout. Une lumière fantastique, une lumière qu'on ne pourrait absolument pas regarder sur Terre. C'est comme si on était face au soleil, tout près du soleil. On serait ébloui, ça serait impossible. Là, cette lumière, il n'y a pas de comment dire, on peut la regarder, on n'est pas ébloui, c'est extraordinaire. Et au fur et à mesure où on se rapproche de cette lumière, on est enveloppé de chaud et on est enveloppé d'amour. On va à toute vitesse, mais c'est très agréable en fait. Et puis, quand je suis arrivée dans cette lumière, je me suis retrouvée face à un être qui avait la forme d'un moine, mais un moine sans visage. Et ce moine, dans ma tête, m'a parlé et m'a dit « Viens avec moi, suis-moi ». Donc je l'ai suivi. Et là, je me suis retrouvée dans un champ de fleurs blanches. Magnifique, magnifique. Et puis, tout de suite après, il m'a dit « Regarde ». Et là, j'ai vu ma grand-mère maternelle qui était partie 4 ans avant. 4 ans avant cette expérience. Et qui m'a fait un grand sourire et qui, pareil, dans ma tête, m'a dit « Mais je sais que ce n'est pas moi que tu as envie de voir. Regarde ». Et elle m'a demandé de me tourner vers la droite, de tourner ma tête vers la droite. Et là, j'ai vu mon père. Là, j'ai vu mon père qui était parti 30 ans avant. J'ai retrouvé mon père comme je l'avais vu la dernière fois quand j'étais une petite fille de 7 ans, habillée de la même manière. Et je dois dire que j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel puisque mon père a pu se matérialiser, c'est-à-dire que j'ai pu mettre ma tête contre lui et j'ai senti la chaleur de son corps. Et je suis restée comme ça, comme si j'étais une petite fille encore alors que j'étais une femme adulte. Je suis restée contre lui et je ne voulais plus partir. Et là, mon père a commencé à me
à me dégager de lui et à me faire reculer. Et donc je lui ai dit non, non, je veux absolument pas partir, je veux rester avec toi. Et il m'a dit non, 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 c'est pas possible. Ton parcours n'est pas terminé, tu dois redescendre, tu dois revenir dans ton corps et reprendre la vie où tu étais. Tu as 2 petits-enfants qui t'attendent. Et donc, eh bien, je me rappelle lui avoir dit, mais est-ce que je vais te retrouver quand je vais revenir à la fin de mon parcours? Et il m'a dit, mais bien sûr, quelle que soit la durée de ton parcours, bien sûr, je serai là. Bien sûr, tu vas me retrouver. Mais maintenant, tu dois retourner. Le retour dans mon corps, je dois dire que c'est une expérience extrêmement désagréable par contre, parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans une combinaison de plongée, vous savez, en caoutchouc, là, trop petite. Je n'arrivais pas à reprendre ma place dans mon corps correctement. Et là, j'ai compris le danger de faire un voyage astral si nous ne sommes pas accompagnés de nos guides, parce que si on se remet mal dans notre corps, ben, on peut être paralysé, on peut avoir plein de soucis. Donc je suis arrivée tant bien que mal à remettre dans mon corps parce que mon guide m'a accompagnée et m'a aidée. Et je me suis réveillée. Vous dire combien de temps ça avait duré, j'en suis incapable. Ça aurait pu, alors je l'ai su par la dame, mais moi, on aurait pu me dire que ça avait duré 24 heures, que ça avait duré qu'1 minute, je ne savais pas. Le temps n'existait plus, donc là, j'avais pris la conscience que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Cette femme m'a dit que ça faisait 1 heure qu'elle essayait de me faire revenir dans mon corps et qu'elle voyait que je ne voulais pas revenir dans mon corps et qu'elle m'a tiré par les pieds pour arriver à me faire revenir. Elle m'a dit, je voyais beaucoup de blanc autour de vous, mais je voyais que vous ne vouliez pas réintégrer ce corps. Donc elle a eu très peur, bien sûr. Et moi, eh bien, je suis repartie de chez elle, mais émerveillée de ce que j'avais vécu, en demandant à mon guide quel était cet être qui était à côté de lui. Donc ça l'a fait sourire parce qu'il m'a dit c'était moi, bien sûr. Mais pour que tu prennes conscience qu'il y avait quelqu'un à côté de toi, il fallait bien qu'il y ait une forme humaine, puisque tu es encore humaine. Voilà pourquoi j'ai pris l'apparence d'un moine, mais que tu n'as pas vu mon visage. Donc c'était avec lui que j'ai fait tout ce parcours. Et puis il y a une question qui m'a perturbée, c'est que la question que je lui ai posée, c'est comment je pouvais ne pas avoir envie de revenir sur Terre alors que mes enfants étaient encore tout petits. Et le guide m'a dit, mais bien sûr, c'est bien pour te faire comprendre que quand on passe de l'autre côté, on est dans un autre état de conscience où on ne voit plus la Terre de la même façon. Tu n'as pas à culpabiliser, tu n'étais plus du tout dans le même état de conscience le temps de ton voyage. Donc c'était normal que tu ne sois pas sensibilisé par le fait que tes petits t'attendaient. Et cela, il m'a dit que ça allait m'être utile, d'abord pour comprendre comment on communiquait en médiumnité, parce que je vais communiquer de la même façon de l'autre côté, c'est-à-dire par dialogue, par pensée. Et il m'a dit, deuxième chose, quand tu entendras des êtres qui disent qu'ils voient leurs proches traverser un problème, mais que ça ne les atteint pas, eh bien tu ne seras pas dans le jugement, puisque tu comprendras pourquoi ça ne les atteint plus, puisque toi-même, tu t'es rendu compte que tu n'étais plus dans le même état vibratoire. Voilà un petit peu ce que j'ai vécu par rapport à mon voyage astral. Ah oui, oui, et j'en ai eu 2 principalement, et je dois dire que ça m'a fait un plaisir immense. En fait, il n'y a pas très longtemps pour les 2 se sont produits, et je dirais il y a à peu près 1 an, 1 an et demi. D'abord, c'est une dame qui est venue me voir un jour pour avoir un contact avec son mari. Et elle s'assoit et elle me dit: «J'espère que ça ne sera pas un problème pour vous, parce qu'en fait, mon mari venait vous consulter régulièrement pour avoir des messages de sa maman qui était passée de l'autre côté. Et elle me dit, mon époux a eu une maladie et donc s'est retrouvé à l'hôpital. Et peu de temps avant son décès, il m'a dit, regarde, dans le tiroir de ma table de chevet à l'hôpital, j'ai mis le nom de la dame que je vais consulter pour avoir des messages de ma maman.
Et quand je serai passé de l'autre côté, eh bien, si tu veux avoir de mes nouvelles, tu pourras aller voir cette dame, parce que comme je la connais, eh bien, ça sera plus facile pour nous. Ça m'a énormément touchée, énormément touchée. Et effectivement, quand cette dame a sorti la photo de son époux, ben, je l'ai parfaitement bien reconnu. Donc ça m'a fait un petit choc de savoir qu'il était passé de l'autre côté. Mais en même temps, ben, ça a été fabuleux pour moi parce que j'ai pu avoir un message. Effectivement, il est venu me parler, il est venu donner un message à sa femme. Et pour moi, c'était exceptionnel d'avoir ce contact avec cette personne qui était en face de moi peut-être un an avant et qui là se retrouvait de l'autre côté. Donc ça a été vraiment un moment très fort que j'ai vécu. Et puis, je l'ai revécu une deuxième fois par rapport à un monsieur qui venait régulièrement assister à mes conférences. C'était un monsieur d'un certain âge. Je savais qu'il était malade parce qu'il avait des difficultés à parler. Mais j'aimais beaucoup ce monsieur qui était toujours très, très gentil, très, très prévenant par rapport, que ce soit par rapport à moi, par rapport à la jeune femme qui est à l'entrée. Et vraiment un monsieur adorable. Et il y avait une femme qui venait aussi régulièrement à ses conférences et que je connaissais. Et en fait, j'ai compris que c'était sa sœur. Et un jour, cette dame vient et me dit, voilà, je viens pour avoir un contact avec mon frère que vous avez très très bien connu. Et elle me montre la photo et je dis à cette femme, oh non, il est passé de l'autre côté. Et elle me dit, oui, il est passé de l'autre côté. Donc elle avait attendu le délai de 8 mois et elle me dit, j'espère qu'il acceptera de venir passer puisqu'il vous connaît. Et en fait, j'ai eu un message aussi magnifique qu'il a délivré à sa sœur et avec un petit clin d'œil, un petit message qu'il m'a donné à moi aussi et qui m'a fait très, très plaisir par rapport à tous les beaux souvenirs que j'avais avec ce monsieur quand il venait à mes conférences. Voilà. Donc ça a été vraiment deux contacts où j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à recevoir ces messages. Et puis, il y avait aussi un homme qui venait régulièrement assister à mes conférences, qui avait un certain âge. Et puis un jour, je ne le vois plus. Et il me demandait toujours de lui envoyer les programmes longtemps à l'avance, donc je lui envoyais. Et je n'ai pas de réponse. Et c'est vrai que je n'ai jamais plus eu de contact avec ce monsieur. Et puis un jour, en salle, je suis en contact, je donne les contacts, et il y a une certaine Madeleine qui vient et qui dit « je viens parler, je viens pour donner un message ». Et personne ne lève la main dans la salle. Il n'y avait pas de photo sur la table. Personne ne reconnaît cette Madeleine. Et vous savez, quand ça se passe dans la salle, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de me dire comment ça se fait alors que l'être vient, se déplace pour venir donner un message et personne ne la reconnaît. Bon, mais c'est comme ça. La séance se termine de contact médiumnique et Madeleine reste là. Et une fois que toutes les personnes sont sorties de la salle, Madeleine me dit « le contact, c'était pour toi, c'était pour te dire que le monsieur auquel tu penses, qui venait régulièrement, et elle me le décrit, donc je savais très bien qui c'était pour te dire qu'il est bien arrivé parmi nous et que je suis son épouse qui était partie avant lui. Et je venais te dire qu'il est en temps de repos, mais que tout va bien pour lui. » Et ça a été magnifique aussi, ce contact. Voilà. Alors, les difficultés que j'ai plus vécues quand j'ai commencé mon parcours médiumnique, parce que je dois dire que maintenant, ça ne m'atteint plus, parce que, voilà, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'années derrière moi de médiumnité et que c'est tellement une évidence que ça ne m'atteint plus. Mais quand j'ai commencé, oui. C'est-à-dire que ce qui me dérangeait, c'est qu'on fait peur. En fait, le médium fait peur. C'est-à-dire que comme la plupart des personnes confondent médium et voyant, ils ont l'impression que dès qu'on est en face d'eux, on va voir leur vie de A à Z, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien.
Mais ça, c'est parce qu'il pense qu'on est voyant. Le médium, on ne va pas lui montrer la vie de la personne. On va juste lui délivrer, lui donner le message d'un de ses proches si vraiment elle le demande et voilà, si elle en fait la demande. Mais autrement, je peux être dans une pièce avec des personnes, c'est pas pour autant que je vais recevoir quoi que ce soit les concernant. Mais c'est comme ça, on fait peur. Et puis, donc forcément, on est marginalisé. C'est-à-dire que ça soit par rapport à nos proches, que ça soit par rapport aux personnes que nous rencontrons autour de nous, eh bien, on nous met à part parce que voilà, nous ne sommes pas des gens comme les autres, alors qu'on a une vie normale. Hein. Mais donc ce côté marginal m'a dérangé dans les premiers temps, encore une fois, parce que maintenant ça ne me dérange plus du tout. Et souvent les gens me disaient enfin vous êtes quand même un peu allumé, hein. Et donc je ne savais pas quoi répondre. Jusqu'au jour où j'ai pris un peu plus d'assurance et où j'ai répondu à la personne, bien écoutez, je préfère être allumée qu'être éteinte. Et donc là, ça a été terminé. À partir de ce jour-là, j'ai pris une certaine force en moi. En fait, on ne m'a plus jamais dit ce genre de choses. Donc voilà ce qui peut déranger quand on est médium. Et puis, alors, ce qui peut encore me perturber, c'est qu'on peut me montrer des choses par rapport à des personnes autour de moi que je n'ai pas envie de voir ou que je n'ai pas envie de savoir. Donc, ça fait un petit bout de temps que ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. Et je dois dire que ça, par contre, c'est pas toujours très agréable parce qu'on ne voudrait pas voir ou on ne voudrait pas savoir par rapport à des personnes en face de nous. Voilà. Donc ça peut être quelque part troublant. Je dirais troublant. Oh là là, les avantages, il y en a tellement que ça me paraît compliqué de vous les énumérer. C'est un bonheur renouvelé chaque jour. Depuis que j'ai ce canal ouvert, c'est un bonheur de tous les instants. De pouvoir être en contact avec eux, de pouvoir recevoir les messages des guides, de pouvoir apporter réconfort aux autres. Voilà, ce n'est que du bonheur. Je ne peux pas vous dire plus. Ce que je pense des charlatans, déjà je pense que voilà, hein, chacun a sa conscience, donc je dirais c'est leur problème. Ce qui me dérange, c'est par rapport aux personnes qui ne réalisent pas et qui vont vers eux et où ça peut être grave. Pourquoi? Parce que à partir du moment, ce sont souvent des personnes qui veulent absolument se dire avoir une possibilité d'être voyant ou d'être médium, la plupart du temps par rapport à un rapport d'argent. Hein, il faut quand même appeler les choses par leur nom, parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont pouvoir se faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, bien souvent, ils prennent quand même des sommes conséquentes pour chaque rendez-vous. Et ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont pas demandé en tant qu'âme à être médium ou à être voyant, voilà, mais qu'ils le font juste pour une question de pouvoir, d'ego et d'argent, eh bien, ce n'est pas les guides qui vont leur donner les renseignements ou les proches des personnes, mais leur conscient. C'est-à-dire que vous allez poser une question et ils vont répondre par rapport à eux ce qu'ils pensent. Et c'est redoutable, c'est extrêmement dangereux. Alors, actuellement, il y en a beaucoup. Nous avons été prévenus par les guides qui, il y a à peu près une dizaine d'années, nous ont dit « vous allez rentrer dans une période où il y aura énormément de faux prophètes ». On est dedans, hein, on s'en rend compte. Hein, je veux dire, on s'en rend compte tous qu'il y a énormément de thérapeutes charlatans, de soi-disant médiums ou voyants charlatans. Il y en a. Alors heureusement, il y a énormément aussi de bons, hein, mais les charlatans se mêlent aux autres. Et donc, moi, je vous dirais que la priorité de tout, c'est d'avoir le discernement. Vous savez, cette petite voix
ce guide, cette intuition qui vous dit attention, n'y va pas. Vous voyez? Eh bien, c'est très important. Et les guides nous le disent. Vous rentrez dans une époque où il y aura tellement de faux prophètes que vous devez avoir le discernement et ne pas foncer parce que la personne a du charisme. Avoir du charisme ne veut pas forcément dire qu'on a le canal ouvert. Et donc, bien souvent, c'est ce qui fait leur force. C'est que ce sont des gens qui parlent bien et qui ont beaucoup de charisme. Attention. Voilà. Alors là, je refais pareil, c'est certain, je re-signe tout de suite. Mon chemin de médium, oui, il y a des choses qui sont difficiles à vivre, on a des épreuves comme tout le monde, mais c'est tellement magnifique et je considère que j'ai tellement de chance de pouvoir être en lien avec l'au-delà que sans aucune hésitation, si je devais rechoisir, je rechoisis tout de suite le même parcours. Absolument. Ah oui, 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 même très souvent, pour voir si vraiment on a foi en eux, si on a confiance et si on est dans le lâcher-prise. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a une trentaine d'années, parce que je trouve cela magnifique. Alors quand je l'ai vécu, c'était pas facile, il y a même plus de 30 ans. Mes enfants étaient petits et j'étais à une période où je me retrouvais sans travail. Et à l'époque, je ne recevais pas tout le temps. J'avais un travail à côté alimentaire qui était nécessaire. Voilà. Et donc, puisque j'en étais encore à la période où je ne demandais rien en médiumnité, et donc je devais avoir un travail alimentaire. Et la société dans laquelle je travaillais avait fermé, donc je devais en retrouver une autre. Et donc, je me retrouve avec des difficultés financières où un jour, en fait, je dois aller à un rendez-vous de travail et je devais prendre de l'essence. Et je me dis, voilà, le matin, je me lève en me disant comment je vais faire. Soit je prends de l'essence pour aller au rendez-vous qui va m'amener un travail, soit j'achète à manger pour mes enfants. Mais je n'ai pas d'argent pour les deux. Donc je dois choisir. Je suis une maman, donc je ne veux pas que mes enfants n'aient rien pour manger. Et en même temps, je sais que ce travail va me permettre, si je suis prise, de me libérer de beaucoup de soucis. Alors je me mets en prière, en méditation, et je demande à mon guide, et je lui dis, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne vas pas me laisser. Alors je choisis d'aller à mon travail. Et puis je vais bien arriver à trouver quelque chose pour faire manger mes enfants ce soir. Et je pars, je prends ma voiture et je vais jusqu'à la première station d'essence que je vois. Je m'arrête, je prends le pistolet pour mettre de l'essence et j'attends que mon réservoir se remplisse. Je ne voulais pas le remplir complètement, mais suffisamment. Et machinalement, je regarde, mes yeux se portent par terre à mes pieds. Et à mes pieds, qu'est-ce qu'il y a? Un billet de 200 francs, puisqu'à l'époque c'était en francs. J'ai un billet de 200 francs là qui se trouve à mes pieds. Je prends le billet et j'ai pu à la fois prendre l'essence et aller acheter à manger pour mes enfants. Voilà. Le fait que j'ai dit à mon guide, je lâche prise, j'ai confiance en toi et je te laisse intervenir. Il est intervenu et il m'a donné la possibilité de pouvoir faire les deux. Ça a été, pour moi, je m'en souviens encore, alors que ça fait quand même très longtemps que j'ai vécu cela, parce que pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel de me dire, ils sont toujours là avec nous. On n'a qu'à demander et après remettre entre leurs mains, et ils sont là pour nous.
Ah oui, ils m'ont laissé le choix il y a bientôt 40 ans, hein, quand ils m'ont montré que en fait, ils attendaient de moi que je sois là pour aider les autres. Donc là, ils m'ont laissé le choix. C'est-à-dire que ça s'est passé dans un centre commercial où j'ai vu un couple avec un enfant dans les bras. Et en fait, quand le couple est arrivé à ma hauteur, à la place de l'enfant, c'était une vieille femme. Je revois encore son visage, hein, cette vieille femme. Et donc j'ai pris très très peur, bien sûr. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé une médium que je connaissais à l'époque et qui m'a dit vos guides me disent que vous avez le manteau de la médiumnité sur vous. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Et je dois dire que ça m'a pris une semaine. Où pendant une semaine, je suis restée enfermée chez moi à me dire je fais quoi? J'accepte. Accepter il y a 38 ans, c'était vraiment se mettre complètement, être complètement marginal, hein, parce que c'était pas du tout accepté comme ça l'est maintenant. Mais pour moi, c'était une évidence. Et je voulais pouvoir aider les autres et avoir ce canal qui restait ouvert, que j'avais déjà ouvert depuis le départ de mon père. Et donc je leur ai dit, j'accepte et je me mets à votre service. Et donc là, ils m'ont dit, à partir du moment où tu te mets à notre service, tu ne peux plus faire demi-tour. Donc c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de nous et qui restera, si toi, tu te conduis bien en médiumnité, eh bien, tu resteras à notre service. Voilà, donc ça fait 38 ans que j'y suis et que c'est un réel bonheur. Alors non, non, non. Ce n'est pas moi qui vais choisir les moments quand ils veulent passer pour un enseignement. Alors, je leur ai simplement demandé, puisque les premiers enseignements ont commencé en 2008, 2007 même, 2007. Et en fait, vous savez, j'ai eu toujours peur que la journée, quand je suis consciente totalement, j'ai toujours eu peur de recevoir des messages dans ces moments-là parce que je me suis toujours dit, ça peut être mon conscient. Ça peut être mon conscient qui veut écrire et qui veut recevoir des messages. Donc je suis toujours très très prudente par rapport à ça. Donc la seule chose que j'ai demandé au guide, c'est est-ce que vous voulez bien me réveiller la nuit pour que je sois sûre que c'est vous et que je n'ai pas d'influence mentale. Et en fait, c'est ce qu'ils font. Pour tous les enseignements, ils me réveillent, donc je ne sais jamais quand, je ne sais jamais à quelle heure, ce n'est jamais à la même heure de toute façon, de la nuit, et de plus, ça peut être plusieurs jours de suite, comme ça peut être espacé de 15 jours, d'un mois. J'ai même vu, là, pour l'enseignement, actuellement, je reçois un enseignement, mais qui avait commencé il y a presque un an, qui a été interrompu, qui reprend, je ne sais pas combien de temps ça durera. Voilà, je ne sais jamais quand ils arrivent la nuit, si ça va être continuel pour plusieurs nuits ou si ça va s'interrompre et reprendre après. Voilà, et jamais à la même heure. Et c'est ça que j'aime parce que comme ça, je suis sûre de ne pas être influencée. Et il me réveille, et là, j'entends une voix qui me dit « Il faut que tu te lèves et tu dois écrire ». Voilà comment ça se passe. Ah bah, j'ai toujours refusé de le faire parce que pour moi, la médiumnité, c'est pas du spectacle, hein. Donc ça, pour moi, ça c'est assimilé au spectacle, hein, de savoir ce qu'il y a dans une enveloppe et puis ça n'a aucun intérêt par rapport à l'au-delà. Euh, enfin, je veux dire, les guides sont pas là pour qu'on les mette en doute. Et pour moi, accepter ça, c'est comme si on voulait prouver que le médium peut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour moi, il n'y a rien à prouver par rapport au guide surtout. Vous voyez, quand un guide nous passe un message et qu'on le passe à la personne ou à un être qui est passé de l'autre côté, la personne, elle sait forcément si c'est son proche, parce qu'il va donner des détails que moi je ne peux pas connaître. Vous voyez, donc pour moi, c'est s'amuser
Cette histoire d'enveloppe, c'est s'amuser pour essayer de prouver quelque chose. On n'a rien à prouver. Les guides nous disent, nous n'avons rien à prouver à la Terre. C'est l'être humain qui doit faire son propre cheminement pour comprendre qu'il y a bien une survie de l'âme. Donc, tout le reste, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être complètement aligné par rapport à mes guides, d'avoir mon canal ouvert pour qu'ils puissent bien passer à travers mon canal. En fait, c'est par rapport à eux que je veux faire les choses bien. Et après, eh bien, je pense qu'automatiquement, par rapport à ma médiumnité, la personne peut se rendre compte que c'est bien son proche ou que c'est le guide qui parle. Voilà. Donc, je n'ai pas à prouver par rapport aux autres humains. C'est ça. En conclusion, je vous dirais que mon chemin est un chemin au service de l'au-delà, que j'ai beaucoup de chance, que j'aime être à ce service, que j'ai une vie à la fois normale, comme n'importe quel être humain, à la fois différente parce que le fait de recevoir ces messages, bien sûr qu'il y a des choses que je ne vois pas, que je ne vis pas de la même manière, que ça peut être par moments un chemin d'isolement parce que je ne peux pas expliquer tout ce que je reçois, mais que c'est tellement merveilleux, que je reçois tellement de l'amour de l'au-delà et que quand une personne vient pour avoir un contact avec son proche et qu'elle ressort avec le sourire parce que ce proche lui a donné un détail qui lui montre que c'est bien lui et qu'il y a donc qu'il continue à vivre dans un autre plan vibratoire, c'est un énorme cadeau, c'est une récompense de chaque jour. Et j'espère, si les guides le veulent bien, pouvoir rester à leur service jusqu'au dernier jour de mon parcours terrestre. Voilà, merci à vous.